Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. La semaine politique de Sophia Harris. Une actualité politique à l'image de la météo, froide à glaciale. La Ligue des droits de l'homme dissoute par ordre de justice, la Fédération internationale des droits humains déplore un vent froid souffle sur SES disparu. Une visite de la police a été rapportée par l'avocate de l'association. Un gros nuage pèse sur les ONG. Entre l'encouragement à la création d'une société civile et la fermeture des ONG et autres associations, que veut réellement le Mouradia? Dans cette quête d'une opposition docile et une société civile taillée sur mesure, qu'en est-il de l'efficience de la pratique politique? Un climat glacial du côté des syndicats, les droits des travailleurs sont en danger, dénonce le Parti des travailleurs, le PT. Deux projets de loi inquiètent. Le premier projet est relatif à l'exercice du droit syndical en Algérie, alors que le second est lié à la loi de la prévention des conflits en milieu du travail et à l'exercice du sacro-saint droit de grève. L'Algérie serait-elle en voie de rompre avec son passé, aux valeurs sociales et socialistes, pour se jeter éhontément dans les bras d'un capitalisme primaire? Les syndicalistes de tous bords en froid dans le dos. À l'exemple de l'UJTA qui dénonce, ou encore la Confédération des syndicats algériens, CSA, qui regroupe 14 syndicats autonomes et qui s'indigne à l'unisson. Mais parlons plutôt météo. Dans cette turbulence, qui nous vient sûrement de l'étranger, une visite continue à intriguer. Mais pourquoi donc Macron reçoit le chef de l'état-major de l'armée algérienne? La question peut se poser, mais pour la réponse, et due aux fortes pressions atmosphériques, circulez, honnêtes citoyens, il n'y a rien à voir, sauf peut-être des orages à l'horizon, et en attendant le soleil qui finira sûrement par venir, lecture et décryptage avec la rayonnante Amira Bouraoui et les invités du CPP. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Comme tous les mercredis, malheureusement, nous n'avons pas pu être là le mercredi dernier. C'est votre rendez-vous du Café Presse politique afin d'aborder l'actualité de la semaine. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par une bonne nouvelle, mais avant ça, je tiens à vous dire que nous avons pas mal d'invités et pas des moindres. Nous avons avec nous ce soir monsieur l'universitaire islamologue Saïd Jebelkhair. Merci infiniment, monsieur Saïd Jebelkhair, d'être avec nous ce soir. Merci à vous, Amira, et bonsoir. Également avec nous, bonsoir. Également avec nous, le journaliste Mohamed Mouloud. Merci infiniment, Mohamed Mouloud, d'être avec nous ce soir. Merci. Je pense qu'ils ont les micros désactivés. Il faut activer les micros pour pouvoir répondre. Eh ben, bonsoir tout le monde. Merci à vous, Amira. Merci infiniment d'être des nôtres ce soir. Également avec nous, monsieur Saïd Salhi. Bonsoir, monsieur Saïd Salhi. Il n'est pas à présenter. Bonsoir, monsieur Saïd Salhi. Merci infiniment d'être avec nous. Merci. Et puis, maître Nabil Asmaï, il y a une nouvelle à nous annoncer à propos de Qadi Hussein, donc, parce qu'on n'a pas de nouvelles depuis un moment, et avec qui on va aborder aussi un autre sujet un peu moins, toujours par rapport aux avocats. Et malheureusement, on a des condoléances à présenter à cette confrérie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que l'islamologue, l'universitaire, l'académicien Saïd Jebelkhair a été relaxé dans son cadre et dans le cadre du combat pour la liberté de conscience. L'universitaire s'est vu relaxer en appel à la cour d'Alger. Les accusations pour offense aux préceptes de l'islam ont été donc rejetées et une relaxe lui a été accordée après qu'il ait fait appel, car il a été condamné en première instance au tribunal de Sidi Mohamed en avril 2021 pour 3 ans de prison ferme avec 50 000 dinars d'amende. Monsieur Saïd Jebelkhair, d'abord, quel est votre sentiment? Tout d'abord, je voudrais remercier tous les amis IS et IES, femmes et hommes, et tous les avocats.
qui m'ont soutenu depuis le début de ce procès. Et je les remercie infiniment pour le travail qu'ils ont fait. Cette décision de la Cour d'Alger est une décision, à mon avis, historique parce que c'est une première dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Et je crois même dans l'histoire du monde musulman parce que dans les dernières décennies, il n'a jamais eu de relax dans des dossiers, des cas pareils, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Tous les intellectuels qui ont été, les universitaires qui ont subi des procès pareils ont été condamnés. Nous ne sommes pas très loin de l'affaire du procès de Nasser Hamed Abou Zeid, qui a été divorcé de sa femme, qui a été contraint à quitter son pays et qui est même mort en exil. Donc, on n'est pas loin de cette affaire. Donc, c'est une décision historique, comme je viens de le dire. C'est une grande victoire aussi pour la pensée libre, aussi bien en Algérie qu'ailleurs. Cette décision, elle dit clairement que les idées se défendent par les idées et par le débat contradictoire et non pas devant les tribunaux. Donc, cette décision, elle dit non à la judiciarisation du débat intellectuel et c'est aussi une belle victoire des Lumières et de la pensée libre contre l'obscurantisme et l'intégrisme. Vous avez été vous-même, vous aviez initié, on se souvient, dans les débuts des années, enfin 2013 et 2014, si je me souviens bien, du Cercle des Lumières, où vous invitiez pas mal d'écrivains et de conférenciers. Vous avez initié justement cet espace de débat qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, qui s'appelait le Cercle des Lumières. J'ai même eu à être invitée par vous-même. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui vous pouvez reprendre ce travail-là justement de cette conscientisation et de pouvoir faire avancer les idées que lutter contre l'extrémisme religieux, ce n'est pas lutter contre la religion musulmane, mais justement pour prémunir l'Algérie de ce qu'elle a pu vivre dans le passé comme résultat à l'extrémisme et qui en était la décennie. Oui, nous avons dû arrêter momentanément nos activités dans le cadre du Cercle des Lumières, faute d'espace en fait. Faute d'espace parce que les espaces dans lesquels nous activions ont été fermés, comme vous n'êtes pas, comme vous le savez. Donc, ces espaces-là ont été fermés et donc nous sommes à la recherche d'un nouvel espace. Dès qu'on trouve notre espace pour organiser nos conférences et nos débats et nos activités, donc on va reprendre. Sinon, notre chaîne, la chaîne du Cercle des Lumières, du CLPL, elle est toujours active et à raison de 2 vidéos par semaine. Donc, c'est mon programme qui ne s'est jamais arrêté. Donc, en attendant de trouver un autre espace pour reprendre les activités du Cercle des Lumières. Avant de poser la question à la femme de loi présente avec nous ce soir, il y a eu quand même une proposition pour que la loi, justement, 144 bis, par laquelle vous avez été condamné, soit abrogée. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, la demande qui a été formulée par mes avocats, elle a été, comment dirais-je, arrêtée, je ne sais pas si le mot est juste, bon. La Cour suprême a refusé de faire passer la demande à la Cour constitutionnelle. Donc, la Cour suprême a fait barrage à cette demande qui n'est jamais arrivée à la Cour constitutionnelle et la Cour suprême a décidé de renvoyer le dossier à la Cour d'Alger et donc de reprogrammer le dossier
qui a été effectivement reprogrammé pour le 25 janvier. Et donc, on a entamé directement le fond du dossier et on est passé. Donc, les avocats ont décidé, mes avocats ont décidé de passer, de ne plus, de toute façon, de ne plus, comment dirais-je, c'est-à-dire de ne plus discuter la décision de la Cour suprême, parce que même les lois, Maître Smaïl peut nous expliquer beaucoup plus, parce que moi je ne suis pas juriste. Donc, mais d'après ce que m'ont dit mes avocats, il n'y a pas de disposition légale pour critiquer ou bien discuter ou bien contester la décision de la Cour suprême. Et c'est pour ça qu'on est passé au fond du sujet. Et voilà. Je pose la question, donc justement, je pose la question à la femme de loi, à Maître Nabila Smaïl. Je vous demande, Madame, de réactiver votre micro afin qu'on puisse vous entendre. Qu'en est-il donc de l'abrogation de cette loi du 144 bis? N'oublions pas, Maître Smaïl, le malheureux Bouhafs et tout ce qu'il avait pu vivre. Il avait passé quand même 2 ans de prison, si mes souvenirs sont bons. Il avait un statut de réfugié en Tunisie. Il a été ramené en Algérie et réemprisonné de nouveau, alors que son histoire avait commencé justement avec cette loi, ce fameux 144 bis. D'abord, bonsoir, merci pour l'invitation. Je salue vos invités et je vous remercie de m'avoir invité. Merci infiniment d'être des nôtres. Et surtout, je félicite Monsieur Saïd Djeblkhair, que je n'appellerai pas Cheikh, je dirais Monsieur Saïd Djeblkhair parce qu'il le mérite, c'est un grand monsieur. Je le félicite pour cette décision historique. Et il est question de préciser que d'abord, je suis un petit peu gênée de parler de la procédure qui a été faite devant la Cour suprême concernant la demande de non-constitutionnalité de l'article 144 du Code pénal. Je suis un peu gênée parce que je n'étais pas parmi les avocats qui avaient fait cette demande, mais hier, quand j'ai eu la décision de M. Djeblkhair, je me suis tout à fait normal pour tout avocat qui s'intéresse à ce genre de procès. J'ai posé la question aux avocats qui étaient présents et qui avaient assisté au procès de M. Djeblkhair. J'ai dit quel était le motif de la Cour suprême, pourquoi la demande a été rejetée. Malheureusement, on m'a informé que la demande a été rejetée en la forme. Et c'est très important. La demande aurait été rejetée en la forme. Ça veut dire que la demande du fond, la demande les arguments de fond qui auraient dû être soumis à la Cour suprême n'ont pas été faits parce que la Cour suprême doit d'abord avoir un mémoire explicatif pour donner tous les arguments pour que la Cour suprême soit convaincue de la nécessité de renvoyer la demande à la Cour constitutionnelle. Donc, il y a une phase dans la procédure qui n'a pas été faite ou qui a été ratée, qui a fait qu'il y a eu un rejet en la forme. Et ça me fait plaisir, d'autant plus que M. Djeblkhair a eu une relaxe, ça c'est d'une. De deux, quand c'est un rejet en la forme, ça veut dire que si l'occasion se présente et qu'il y a une autre poursuite de ce genre, les avocats pourraient encore réintroduire une demande de non-constitutionnalité parce qu'il n'y a pas eu de jugement de fond. C'est-à-dire que la Cour suprême n'a pas rejeté la demande en le fond. Donc, ça peut être refait. Donc, c'est pour ça que peut-être vous voyez que je suis un petit peu mal à l'aise d'en parler parce que je n'ai pas connu le dossier de M. Djeblkhair dans cette phase. Je ne l'ai représenté, je n'ai eu l'honneur de le représenter que devant le tribunal de Sidi Mohamed et je vous prie de me croire que j'en garde un très mauvais souvenir. Très, très mauvais souvenir parce que quand on parle de l'obscurantisme, il ne faut pas croire qu'il a disparu. Il ne faut pas croire qu'il a disparu des têtes surtout. Et des Merci, madame. Merci, maître Smaïl. Je reviens pour une à Saïd Djeblkhair. Saïd Djeblkhair, vous m'entendez?
Non, il nous a quittés, il nous a quittés. Ben, on est quand même content pour sa relax. Je pense que, ah, il est avec nous. Saïd Abdelkhair, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, oui. Vous m'entendez? Donc, vous continuez, on vient d'entendre Maître Smaïd. Donc, le travail, il reste encore beaucoup de travail à faire contre l'obscurantisme. Et même si cette relax ravit tous les militants qui militent contre l'obscurantisme, qui est une bonne chose pour la liberté de pensée, la liberté de culte garantie, il faut le rappeler par la constitution algérienne, vous allez quand même continuer à vous battre et cette fois-ci, ça s'est mieux passé pour vous que ça ne s'est passé pour le malheureux grand monsieur qu'on a connu avant vous, Mohamed Harkoun, qui a fini par rejoindre la terre de l'exil et par mourir et être enterré loin d'ici parce qu'à cette époque-là, la pensée obscurantiste était peut-être beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui, mais tout un travail reste à faire. Donc, on peut compter sur vous pour continuer ce travail-là, monsieur Jabel Khair. Bien sûr, certainement, Amira. Et je ne sais pas si c'est juste un hasard, un pur hasard. Le jour, la décision de la Cour d'Alger a été annoncée le 1er février et c'est le jour de naissance de Mohamed Harkoun. Donc, je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est autre chose. Mohamed Harkoun est né le 1er avril et la décision de la Cour d'Alger a été annoncée le 1er avril. Le 1er février. Ce 1er février, on va s'en souvenir longtemps. Merci de nous rappeler que le grand monsieur Mohamed Harkoun est né un 1er février. Et donc, on va retenir cette date. On espère encore d'autres combats pour vous, que vous allez gagner pour vous. Et bien sûr, pour l'Algérie et pour la pensée libre et la liberté de conscience. Merci infiniment, monsieur Saïd Abdelkhair, d'avoir été avec nous. Je vous libère. Vous êtes appelé à d'autres tâches. Et nous allons continuer l'émission avec le reste de nos invités. Merci, monsieur Saïd Abdelkhair. Merci à vous et bon courage pour la suite. À très Merci bientôt. infiniment. Merci. Voilà, on a commencé donc par une bonne nouvelle, celle de la relax de l'universitaire Jabel Khair. Par contre, là, on va passer à une nouvelle un petit peu moins bonne qui concerne la corporation des avocats qui gronde, qui commence à faire des sit-ins car ils ont un confrère qui a été assassiné, son corps a été recherché, il a été recherché, sa voiture a été retrouvée dans un premier temps, puis c'est lui qui a été retrouvé assassiné avec une balle dans la tête. Donc, j'aimerais me tourner vers sa consort, mais juste avant, j'aimerais vous lire sa déclaration qui remonte au 1er avril 2021, que j'ai traduite en langue française. Il l'avait écrite en arabe. Donc, le monsieur écrivait ceci: le retard dans les procédures de ma plainte liée à une tentative d'atteinte à ma vie, une tentative d'assassinat, en tentant de renverser mon véhicule alors que j'étais au volant. Une somme d'argent m'a été volée qui était de 176 millions, un certificat médical attestant d'une invalidité ou d'une incapacité de 12 jours. Je ne connais pas, dit-il, je le cite, Maître Chaoui, je ne connais pas la raison de tout ce retard, de la prise en charge de ma plainte, bien que l'identité de l'auteur soit connue avec présence de témoins. Il s'interroge: qui est derrière tout ça? Je souhaite uniquement que les procédures soient activées. Voilà ce que Maître Chaoui avait écrit sur sa page Facebook. Aujourd'hui, nous présentons nos condoléances à sa famille ainsi qu'à la corporation des blouses noires et des robes noires, blouses blanches, robes noires. Et je me tourne vers Maître Nabil Asmaï, je vous présente mes condoléances pour votre confrère, maître. Et qu'en est-il de cette tragique histoire? D'abord, je tiens à présenter mes condoléances à mon tour à sa famille et à toute la corporation. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous ne devons en aucun cas normaliser et abdiquer et considérer que la mort est quelque chose de tout à fait normal. Là, ce qui vient d'arriver est un drame. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui a rendu cette affaire plus dramatique qu'elle est, parce que la perte d'un enfant et la perte d'une personne et la perte d'un confrère est en soi quelque chose de dramatique. Ce qui rend la chose plus dramatique, ce sont ces publications et le fait qu'il ait déjà
qu'il ait déjà fait l'objet, qui a déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat et qu'il ait déposé des plaintes. Donc, vous savez, si c'est un avocat qui connaît la procédure, qui est soi-disant protégé par la loi, protégé par la Constitution et qui a une loi spéciale qui le protège, si cet avocat, avec toute cette panoplie de textes qui le protègent, n'a pas pu faire aboutir une plainte le concernant directement, qu'en-est-il du simple citoyen qui est victime de toutes sortes de violences qu'on peut imaginer? Ce qui rend cette chose, pourquoi les avocats sont en colère? Parce qu'il s'est plaint, il a déposé plainte, il a fait des rappels, et d'après les confrères de Constantine, qui sont du barreau auquel il appartient, il aurait même fait des rapports au bâtonnat auquel il appartient, et sans suite. Sa plainte date d'avril 2021. Donc, avril 2021, donc on peut imaginer que notre confrère, Maître Jamaldine Chawir Birahmou, a vécu dans la peur de cette période-là jusqu'à son exécution qui date de, on ne sait pas quand, parce qu'ils l'ont découvert il y a 2 jours de ça, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il a été exécuté puisqu'il a disparu depuis 10 jours. Donc maintenant, il faudra qu'on soit, il faut pas qu'on s'arrête au constat, il ne faut pas qu'on se contente de dénoncer, il ne faut pas qu'on se contente de pleurer, parce que nous avons, l'Algérien malheureusement pour nous, par rapport à tous les traumatismes qu'il a gagnés, est devenu habitué à ce genre de drame. Et on revient à nos habitudes, et on oublie, et on efface tout, on recommence. Il faudra penser à réviser la loi, le code pénal ou le code de procédure pénale, dans le sens à mettre le plus grand nombre de mesures de protection pour les gens qui se sentent menacés. Ça se passe dans tous les pays, sauf chez nous. Nous, le législateur passe son temps à modifier le code pénal pour mettre plus de restrictions dans les libertés, au lieu de modifier les lois pour imposer plus de protection pour les personnes qui se sentent menacées ou en danger. Parce que même si ce qui est grave dans l'écrit du confrère, c'est qu'il parle de l'identification des auteurs de la première tentative. Nous n'avons aucun élément qui puisse nous dire que les auteurs de la première tentative sont les mêmes qui l'ont exécuté. Mais quand on identifie, quand on donne des noms et qu'il n'y a aucune suite, aucune mesure de protection, là, ça pose problème. C'est là, et c'est à partir de ça que la colère a grandi, que l'Union a pris la décision de commencer par ordonner et décréter une mesure de 1 heure de waqfa ihtijajia, de sitting au niveau de tous les tribunaux de la Cour. Mais moi, en tant que membre du Conseil de l'ordre de Tizi Ouzou, en concertation avec le président de l'Union, il a parlé d'une première mesure en attendant ce que l'enquête révélera. Parce que nous n'avons pas le droit de spéculer ou d'essayer de… Nous pouvons faire des lectures, mais nous n'avons pas le droit d'affirmer, parce que nous ne connaissons pas le contenu de la première plainte. Nous avons découvert ça à travers les écrits et les publications du défunt. Et si ce n'avait pas été l'alerte donnée à travers les réseaux sociaux, je pense que le bonhomme aurait disparu, kidnappé, tué, et personne n'en aura parlé. Parce que ce sont les réseaux sociaux, ce sont les avocats qui se sont révoltés, qui ont lancé des appels pour dire que ce n'est pas un acte isolé, ce n'est pas anodin, bougez les choses, faites quelque chose. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à voir qu'il y avait des forces de la protection civile, de la gendarmerie, qui ont commencé les recherches bien après que les citoyens de sa commune et les membres de sa famille aient lancé les recherches. Donc, c'est ce retard dans les recherches, le retard dans le traitement de la première plainte, parce que si sa première plainte avait connu un aboutissement, le confrère aurait été peut-être aujourd'hui parmi nous. أنا ما تحضرونيش هذه تاع مكتوب ولا هذه كتب له ربي، هذه المكاتب تاع ربي واحد ما يدخل فيها. Mais quand on parle parce que on va se contenter de dire Mektoub Rabbi, donc on ne va pas châtier.
on ne va pas juger, on ne va pas condamner les gens. On va dire, c'est bon, c'est fait. Non, il faut qu'on s'occupe de ce qui se passe sur Terre. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il y a une plainte qui a été déposée, elle n'a pas connu de suite, il y a eu exécution, une année après. Donc, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'interrogations. Attendons que l'enquête aboutisse parce que l'Union des avocats est derrière ce dossier. J'espère qu'il y aura des réponses. J'espère qu'il y aura justice. J'espère que la corporation aura la protection dictée par la loi et l'avocat n'est pas un ennemi. L'avocat n'est pas une partie du procès. L'avocat, sa mission, c'est de faire aboutir vers l'application de la loi et attention à ceux qui développent un discours de haine envers un avocat qui est transformé de l'avocat défenseur des droits et des droits de l'homme à un ennemi ou à une partie dans un procès. Nous ne sommes pas partis dans les procès, nous sommes des défenseurs. Donc l'avocat est une ligne rouge. J'espère qu'il va y avoir des réponses. Et en attendant ça, tout le monde doit savoir que les avocats ne vont pas se taire et qu'il y a une union. Faisons confiance à nos bâtonniers, faisons confiance à l'union. La balle, elle est dans leur camp et nous sommes disciplinés. Nous attendons ce que l'union va nous révéler de cette affaire. Merci infiniment, Maître Smaï. Je me dirige donc Café Presse, Politique Presse oblige. Le journaliste présent avec nous ce soir, c'est Monsieur Mohamed Mouloudj. Monsieur Mohamed Mouloudj, donc, qui avait l'habitude avant, il y a quelques années, quand il restait encore un tout petit peu de liberté d'expression, de couvrir, et je sais qu'il aurait été aux premières lignes aux côtés des avocats qui tentent de bouger, mais malheureusement, tout cela n'est pas couvert. Peut-être que certains voudraient faire passer cela comme un simple fait divers, alors qu'on voit bien que les robes noires bougent. Ce matin même, j'ai eu Maître Zahi au téléphone, il était très, très attristé. Je l'avais appelé pour savoir s'il avait des éléments ou de nouveaux éléments dans cette enquête. Il n'en a pas. Il est juste atterré, je pense, comme tous ses confrères. Et les médias, c'est silencieux. On a fait taire pratiquement tous les médias. Vous voyez bien comment Radio M, dans quelles circonstances travaille Radio M aujourd'hui. Quel est le but de tout ça, Monsieur Mohamed Mouloudj, que de faire taire justement la presse et que les informations ou ce genre de faits qui normalement font avancer les choses dans une société afin que ça ne se reproduise plus jamais, comme le disait maître Nabil Asmaï. Pourquoi faire taire les médias à ce point? Bonsoir tout le monde, désolé de la Bonsoir. D'abord, je voudrais bien dire un mot pour Saïd Jebel Khair, si vous permettez, parce que je suis très content pour lui d'abord, parce que c'est un homme qui a résisté. Je salue son courage. En plus, je suis très heureux parce que c'est un combat contre l'obscurantisme qui commence à aboutir. J'espère que cette décision fera tache d'huile. Et pourquoi pas, tous les détenus d'opinion politique seront relaxés comme Saïd Jebel Khair. Pour revenir à ta question, Amira, sincèrement, je pense que c'est tout un projet. Je pense que ceux qui décident sont dans une optique, dans une vision de tout casser, tout détruire. Je pense que leur objectif, c'est de n'avoir en face aucune opposition, aucune critique. D'ailleurs, la preuve, aujourd'hui, il ne reste aucun média où les gens peuvent parler. Ça, c'est malheureux. Je trouve que ça, c'est malheureux. C'est très dangereux pour le pays. Enfin, je ne sais pas pourquoi on a abouti à cette situation, parce qu'on a vu de par le monde, toujours il y a une brèche, il y a une lucarne où les gens peuvent dire des choses, etc., parce que ça aide une opposition, qu'elle soit une opposition politique, un média libre, etc. Je pense ils rendent d'abord service au pouvoir en place parce qu'ils l'empêchent de déborder de ses pouvoirs. Une opposition, comme je l'ai dit, qu'elle soit politique ou dans les médias, une presse libre, d'abord, elle aide le pouvoir en place par ses critiques constructives. Elle l'aide
elle aide d'abord à respecter ses engagements, à respecter les engagements du pays, notamment les conventions internationales, les droits de l'homme, les droits politiques, les droits civiques, etc. Mais chez nous, je ne sais pas, parce qu'apparemment, il y a une volonté de créer tout un désert. Pour quel objectif? Moi, sincèrement, je ne saurais le dire, parce que je ne suis pas dans ce processus, j'en étais victime. Oui, on le rappelle, Monsieur Mohamed Mouloudj a quand même passé plus d'1 an en prison pour des accusations qu'on ne comprenait pas du tout. Beaucoup de militants, du moins ceux qu'on connaît, ont soutenu, ont milité pour sa libération. Il est libre depuis à peine quelques semaines, quelques mois, et on est très content que les enfants aient pu retrouver leur père, un journaliste qui a toujours été au front pour les libertés, au front, et on espère ne plus revoir de journalistes en prison. Justement, le directeur de notre radio est à son tour aujourd'hui en prison. Maître Nabil Asmaïl, avant d'aller vers Saïd Salhi, on voudrait justement vous poser la question. Vous avez vu vous-même le directeur de la radio hier, Monsieur Qadi Ihsen. Donnez-nous des nouvelles pour nous et pour les auditeurs. D'abord, il est égal à lui-même. C'est vrai que, vous savez, ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, on lui a dit, ça l'a vraiment, vraiment touché. J'ai eu, moi et Maître Zahi, on a eu le même sentiment en allant le voir. Il y avait avec nous Maître Ahmed Nordin, que je salue à travers votre chaîne. On lui a dit qu'on a le même sentiment en le voyant à la maison d'arrêt. Nous avons eu le même sentiment que nous avions eu quand on partait voir Amel Khadar Bourgara. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut faire que d'aller voir quelqu'un en prison tout en étant plus que sûr que ce n'est pas sa place et tout en étant plus que sûr que ce n'est pas juste. Et il était égal à lui-même, et ce qui nous a vraiment touchés, c'est qu'il a encore exprimé sa douleur par rapport à la fermeture de la radio, de votre chaîne. Il a demandé des nouvelles de toute son équipe. Il était très heureux de savoir que vous continuez à travailler. Il a dit, je reprends exactement la phrase qu'il a employée, je savais que j'avais une bonne équipe et j'en suis fière. Là, il a dit, il lit beaucoup. Il regrette de ne pas faire son sport habituel qui est le footing, je crois. L'espace est très réduit. Il a beaucoup de peine pour ses co-détenus. Il nous a raconté beaucoup de choses que je n'ai pas le droit de divulguer. Il a beaucoup de peine pour les détenus qui attendent impatiemment d'être jugés, surtout ceux qui sont poursuivis avec l'article 87. Concernant son dossier, bon, je n'ai pas le droit d'en parler parce que c'est un dossier qui est au niveau d'instruction, mais il est, vous savez, Qadi Ihsen est un militant. Il a déjà connu la prison. Donc, c'est quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est sûr qu'il ne lui reste, vu son âge et vu notre âge à tous, on n'a pas le droit de faire marche arrière. Il ne nous reste une seule option, c'est de continuer. Parce qu'on ne le fait pas pour nous. Il fait partie de ceux qui disent qu'on ne fait pas ça pour nous parce que nous, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. On le fait pour l'Algérie. Donc, c'est extraordinaire parce qu'on ne dit même pas qu'on le fait pour nos enfants. On dit on le fait pour l'Algérie parce que ça va au-delà de nos enfants, au-delà de nos personnes. Donc, Ihsen Qadi est quelqu'un de très fort moralement, bien que physiquement, il est très affaibli. Ça m'a fait peur. Parce que entre les 2 visites que j'ai effectuées, bon, celle d'hier, c'était la 3e, j'ai constaté qu'il était très affaibli. Son teint n'était pas le teint que je connaissais de Qadi Ihsen. Je sais qu'il avait eu une visite médicale. On n'en a pas beaucoup parlé parce que je sais aussi qu'il va avoir une autre visite médicale. Bon, il nous a dit, on lui a demandé est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut signaler au niveau du directeur parce que le directeur était très compréhensif aussi. Il était plutôt rassurant par rapport à la prise en charge
sanitaire. Mais moi, personnellement, et ça ne reste que mon opinion, et je l'assume entièrement, comme j'ai assumé mon opinion et mon alerte quand j'ai parlé de Amel Khdar Bourga, que j'ai trouvé très malade, et suite à ça, il a été opéré. Là, hier, l'aspect est... vous savez, entre le militant qui est courageux et l'aspect physique, on peut facilement faire la distinction. Là, je ne dis pas qu'il est en danger ou qu'il ne va pas bien, mais je dirais simplement que la détention l'a affecté physiquement et que malgré son sourire, il y a beaucoup de peine dans le regard, parce que c'est un bonhomme qui a dit et qui continue à dire je ne cesserai pas de militer, ça coûtera ce que ça coûtera, mais je reste un militant. Donc, cela pour vous dire que il vous passe un grand bonjour, il a remercié tous ceux qui l'ont soutenu, il vous remercie pour le travail que vous faites, il vous demande d'être courageux, de continuer et d'être fier du métier que vous faites. Il continue à dire que vous êtes des journalistes et parce que vous l'êtes, vous devez avoir la tête haute, vous ne devez pas avoir peur. Là, c'est la lettre et le message qu'il m'a chargé de transmettre à son équipe. Le journalisme n'est pas un crime. Le journaliste doit être heureux, fier et digne pour ce qu'il fait. Voilà. Merci. Je pense que tous ces confrères de Radio M qui résistent effectivement, qui font un travail très, très dur, un travail de fourmi dans des conditions très, très difficiles. Je pense que tout le monde a eu ce message et je pense que ça va leur faire chaud au cœur avant de revenir justement vers les conditions de détention dans la prison avec Mohamed Mouloud. Je passe à Monsieur Saïd Salhi. Monsieur Saïd Salhi, il fait pas très bon vivre en ce moment pour tout ce qui est ONG, droits de l'homme, les ligues, tout est à la fermeture aujourd'hui. Mais bizarrement, j'aimerais votre lecture concernant une organisation qui habituellement est affiliée au pouvoir. Je parle de l'IGTA sans la citer. Les syndicats interpellent, s'indignent, c'est-à-dire les travailleurs qui ont perdu un de leurs droits primordial, qui est celui de la grève. On aimerait savoir quelle lecture en faites-vous? Merci à vous, merci et bonsoir aussi à vos invités. Très réjoui de retrouver ici sur le plateau donc Mohamed Mouloud qui a repris sa liberté et aussi Saïd Jebel Khir qui a été relaxé. Vraiment, je suis très content pour ces deux nouvelles et à travers aussi voilà, pour toutes voilà, ces victoires qui s'arrachent malheureusement à coup de sacrifices et malheureusement voilà, avec beaucoup de peine. Mais ça nous maintient encore un peu d'espoir, ça maintient encore voilà, cette lueur voilà, qui nous permet encore de résister. Alors, concernant la question, sinon, le droit de grève, certainement, donc il n'y a pas seulement la voix de l'UJTA, mais beaucoup de voix des syndicats autonomes se sont élevées contre justement ce danger, contre ce glissement grave en termes d'atteinte à un droit fondamental qui est le droit à la grève. On a bien vu la nouvelle loi, donc le Code de travail, nouveau, qui menace directement un des acquis fondamentaux justement des libertés, d'abord liberté donc je dirais syndicales, mais aussi des libertés démocratiques en général. Bon, voilà, donc il y a eu ce communiqué donc, de l'UJTA. On se réjouit que des organisations défendent leurs droits et ça devait être quelque chose de normal que le syndicat s'offusque. Mais connaissant bien le syndicat qui s'est tué pendant des mois maintenant, pendant des années sur des atteintes graves donc, aux droits sociaux, notamment, voilà, si vous voulez, donc, tout ce qui est de pouvoir d'achat, tout ce qui est dégradation de la situation sociale. Aujourd'hui, bon, le syndicat s'élève, mais je pense que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de faire seulement un communiqué, mais les syndicats doivent agir, doivent réagir. Et je parle essentiellement de l'UJTA. Il doit s'affranchir justement de cette emprise du pouvoir, parce que malheureusement, l'UJTA a été tout le temps voilà, inféodé au système. Bon, tant mieux qu'aujourd'hui,
elle se réveille, voilà. Mais je dis que le danger est là. Le danger est là, la menace, elle est là. Aujourd'hui, voilà, on le voit bien dans le nouveau code de travail, comme ce qui se passe partout ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas seulement un fait isolé. Aujourd'hui, c'est toutes les libertés publiques, individuelles, démocratiques, c'est tous les droits humains, que ce soit les droits sociaux, les droits économiques, les droits culturels, les droits politiques, qui sont aujourd'hui l'objet de menaces systématiques. Malheureusement, on assiste vraiment à une machine répressive qui se met en place, en train de grignoter de jour en jour des acquis démocratiques arrachés vraiment au sacrifice suprême, notamment les acquis qui ont été arrachés durant les années 90. Donc, ce n'est pas seulement le droit à la grève aujourd'hui qui est menacé, c'est tous les droits fondamentaux des Algériens et des Algériennes qui sont aujourd'hui menacés, qui sont aujourd'hui attaqués systématiquement. Et pour preuve, ce que nous vivons chaque jour, et pour preuve, voilà ce que nous sommes en train voilà, d'en parler aujourd'hui même. Voilà. Monsieur Saïd Salhi, il est rapporté que la Ligue a été dissoute pour absence de ses dirigeants. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Oui, malheureusement, j'ai bien suivi cela hier sur une dépêche de l'APS qui, de manière vraiment étrange, reprend une journaliste alors qu'il y a un jugement qui a été prononcé par un tribunal. Je ne sais pas pourquoi il va chercher d'autres excuses alors que tout est dit, il dit dans le jugement. Bon, ils disent que voilà, donc selon des sources, je ne sais pas quelles sources, la Ligue a été dissoute parce qu'il n'y a pas de dirigeant. Alors, nous le citons nommément, donc il m'a cité moi-même, il a cité mon ami Issa Rahmoun et notre ami Salah Debbouze qui sont en exil. Alors, je rappelle que nous sommes des vice-présidents, nous ne sommes pas les présidents de la Ligue, donc nous ne sommes pas les représentants de la Ligue. Les représentants de la Ligue sont en Algérie. Je cite donc Maître Hussein Zawan et Maître Beni Saad qui sont en Algérie. Je rappelle aussi concernant cette question-là que nous avons quitté l'Algérie. Donc moi, j'ai quitté l'Algérie fin juin. Mon ami Issa Rahmoun a quitté l'Algérie fin mai, alors que la plainte du ministère de l'Intérieur a été déposée le 4 mai. Le 4 mai 2022. Donc la dissolution a eu lieu le 29 juin. Donc avant même qu'on quitte l'Algérie, on était en Algérie quand le ministère de l'Intérieur a déposé plainte pour dissolution de l'Algérie. Donc ce qui est dit, c'est vraiment faux, c'est un fake news, c'est une manière, au contraire, c'est une manière de justifier l'arbitraire, surtout face à la campagne de solidarité internationale qui s'est exprimée en faveur de la Ligue, que ce soit des ONG internationales, des ONG régionales, mais aussi voilà, de toute l'opinion mondiale qui s'est manifestée aujourd'hui devant vraiment voilà, ce glissement grave. Qu'est-ce qui dérangeait, Monsieur Saïd Salhi, qu'est-ce qui dérangeait le pouvoir dans cette Ligue-là? Est-ce que c'était le côté lanceur d'alerte? C'était quoi qui dérangeait? Eh bien, ce qui dérange le pouvoir, c'est ce qui dérange aussi par rapport aussi à toute la presse. C'est les mêmes raisons qui ont conduit aussi à la fermeture de Radio M. Aujourd'hui, le pouvoir ne veut pas avoir de témoins en Algérie. Aujourd'hui, le pouvoir ne veut pas avoir des gens qui en parlent de la situation de droits humains, qui dénoncent la répression, qui ont fait écho donc, de toutes les dérives et de toutes les violations des droits humains. Donc aujourd'hui, voilà, le pouvoir s'est attaqué, et ce n'est pas seulement la Ligue. Je dis ce qui s'est passé à la Ligue, ce n'est pas un fait isolé. Il y a eu déjà avant nous dissolution d'organisations de la société civile, notamment RAJ, des partis politiques, des médias. Le pouvoir aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il a attaqué la Ligue, donc il voulait s'en débarrasser de la Ligue parce que la Ligue fait des communiqués. D'ailleurs, ça a été dit clairement dans le jugement. Ce qui est reproché à la Ligue, c'est son travail sur les droits humains, c'est ses affiliations à l'international, c'est les communiqués qu'elle a fait en solidarité avec les détenus d'opinion, c'est toutes les activités qu'organise la Ligue, c'est les rapports qu'il envoie, c'est la dénonciation de la répression, c'est nos appels pour la libération des détenus d'opinion. Ça a été énuméré clairement dans le jugement. Donc, toute autre… oui. Allez-y, terminez, allez-y. Donc, toute autre, si vous voulez, un peu alibi n'est que factice. Le pouvoir, ça a été dit dans le jugement, bon, les deux axes essentiels qui ont été développés dans le jugement, un peu qui sont un peu, voilà, si vous voulez, un peu les accusations du ministère
ministère de l'Intérieur. D'un côté, c'est le côté légal, le côté interne, conflit interne, notre conformité à la loi des associations, donc notamment la loi 1206, mais l'autre volet qui a été suffisamment et clairement et largement donc décliné dans le jugement, c'est les activités de la Ligue. Ça a été dit clairement, donc voilà. Je pose la question à Maître Smaïl. Donc, on essaye de trouver des raisons pour lesquelles on ferme toutes ces associations qui servaient quelque part de soupape. Et on sait qu'une cocotte minute a besoin de soupape, sinon elle explose. Et là, on ferme à tout va, on réprime et c'est circuler, rien à voir, dissoudre toutes ces associations. Et puis, on essaye de trouver des raisons. Les dirigeants ne sont pas là. Donc, en fait, si on a un service de la Poste, si l'agent de la Poste, le responsable ne vient pas, on va fermer la Poste et pareil pour les autres organismes. C'est étrange quand même. Quelle est votre lecture juridique de toutes ces fermetures à tout va? Il ne peut pas y avoir de lecture juridique parce qu'il n'y a pas eu de fermeture juridique. Il n'y a pas eu de dissolution juridique. Quand je dis qu'il n'y a pas eu de dissolution juridique, parce qu'il n'y a pas eu de procès équitable. Là, il ne faut pas oublier que nous avons affaire à un jugement où il y a une seule partie qui s'est exprimée. Nous n'avons pas les réponses de la deuxième partie, qui est la Ligue, parce que la Ligue n'a pas été présentée ou représentée lors de toute la procédure de mai jusqu'à la dissolution, jusqu'au prononcé du jugement. Et quand vous avez une seule partie qui est présente dans un procès, c'est toujours cette partie qui a raison. Donc, maintenant, sur le plan de droit, c'est ça. Il y a eu une version, les juges se sont contentés de cette version, ils ont ordonné la dissolution, mais quand vous lisez le jugement, vous allez vous rendre compte que les juges du tribunal administratif d'Alger ne se sont pas appuyés sur tous les arguments très dangereux qui étaient dans la requête du ministère de l'Intérieur. Parce qu'ils ont été jusqu'à accuser la Ligue d'être d'accointance avec des mouvements qu'ils ont qualifiés de terroristes. Donc ça, c'est très, très, très grave. Maintenant, moi, j'en parle parce que c'est eux qui ont bien voulu que ce jugement soit rendu public à travers les réseaux sociaux. Parce que la plus grande question qui se pose, c'est comment est-ce que ce jugement est arrivé entre les mains de quelqu'un qui a une page, qui n'est pas partie du procès et qui l'a rendu public. On va commencer à se poser la question sur ça. La Ligue qui est partie prenante n'a pas été notifiée, mais on découvre le jugement en public sur les réseaux sociaux et c'est scandaleux parce que moi qui suis avocate, quand je veux ramener un jugement où je ne suis pas partie, où un de mes clients n'est pas parti, je n'ai pas le droit de le retirer si je ne fais pas une demande pour qu'on me le donne et pour que je signe une décharge. Là, c'est un jugement qui a été rendu public par une personne qui n'est pas partie du procès. Donc là, on se pose la question, c'est le pourquoi du timing. N'oubliez pas que le jugement a été rendu public 2 jours avant la visite de la représentante des Nations Unies, Madame Michel Soso, je crois, je n'ai pas retenu son nom, celle qui a rencontré M. Khalid al-Armi, qui a rencontré la société civile bien déterminée. Le jugement a été rendu public jeudi. La visite a eu lieu dimanche ou lundi. Donc, est-ce qu'on a annoncé que la Ligue n'existe plus pour qu'elle ne rencontre pas la représentante des Nations Unies? Parce que c'est le timing. Le jugement a été rendu en mois de juin. Pourquoi on le rend public 2 jours avant la visite d'un représentant des Nations Unies? Toutes ces questions sont légitimes quand on fait de la politique et quand on fait de l'analyse. Maintenant, sur le plan politique, il est très clair que les tenants du pouvoir veulent une nouvelle carte politique où les anciens… allô? Oui, je vous entends. Si M. Salhi peut couper son micro afin qu'on puisse bien vous entendre. J'ai dit les tenants du pouvoir qui ont créé le concept de l'Algérie nouvelle veulent une Algérie nouvelle sans rien de ce qu'il y avait avant. Y compris, eux, ils parlent d'Algérie nouvelle, d'un l'Aïsaba, mais finalement, c'est Algérie nouvelle, d'un Chab, d'un l'Ahzab Siyasiya, d'un l'Jamaïet,
d'où naît tout le monde. Donc, ils veulent se créer une Algérie nouvelle pour eux, sans tout ce qui existait avant leur arrivée au pouvoir. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'on parle d'un État, on ne parle pas de personne, on parle de la continuité d'un État, بعد زوال الرجال, parce qu'il est question de زوال الرجال وليس زوال المؤسسات ولا زوال الدولة. Donc, s'attaquer à Raj, s'attaquer à Radio M, s'attaquer à la Ligue, tuer les avocats, emprisonner les hiératistes, tout ça ne peut pas continuer comme ça, parce qu'on ne peut pas assurer la stabilité d'un État digne de ce nom en ayant comme méthode de gestion la répression, l'instrumentalisation de la justice d'une façon outrageante et le fait de vouloir museler et d'imposer une pensée unique, une pensée qui va vers… Parce que vous savez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne s'agit pas de personnes. Critiquer la gestion d'un pays est un droit civique. C'est un droit. المحاسبة تحاسب اللي راه يحكم فيك حق تروح تديه للحبس parce qu'il a filmé un wali qui a dit à un pauvre malheureux اللي يبيع البيض اير في تقشك وروح منا تروح تدي للحبس. Celui qui a dénoncé cette arrogance, il y avait de l'arrogance, il y avait istihqar, ihtiqar, tout ce que vous voulez, mais un responsable, il est là, un administrateur est là pour administrer, pour administrer tout ce qui concerne le citoyen. Il n'est pas là parce qu'il le mérite. Il est là, c'est un fonctionnaire au service du citoyen. Donc, هذه تاع ما تكريتيكيش المينيستر، ما تهضرش على الوالي، ما تفيلميش les situations. Ça ne peut pas continuer comme ça, parce que ça va vers une explosion qui pourrait menacer la stabilité du pays, et les seuls responsables, ce sera ceux qui ont choisi ce mode de gestion qui n'a jamais servi. Regardez par où on est passé, regardez ce que ça nous a coûté. Je me pose une seule question. Est-ce que l'Algérie pourra tenir devant un autre traumatisme? Est-ce que le peuple algérien mérite de subir ce qu'on est en train de lui faire subir, lui qui n'a pas cessé de passer d'une lutte à une autre, d'une lutte armée vers une lutte pour la libération de la culture linguistique, ensuite religieuse? Donc, ce qui s'est passé à la Ligue qui est l'essence même de la Ligue, c'est de rester en connexion avec toutes les ligues internationales et les organisations internationales pour veiller au respect, parce que la Ligue à l'intérieur, c'est le gendarme qui surveille le pouvoir sur l'application et le respect des conventions qu'il a ratifiées. La Ligue est un gendarme. Elle rappelle à l'ordre le pouvoir qui ne respecte pas les conventions. Donc, en fermant la Ligue, ça veut dire que je ferme la fenêtre par laquelle je suis surveillée et je fais ce que je veux. Je viole les conventions, j'emprisonne, je torture, personne n'envoie. Donc, on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie comme étant une bulle fermée et d'en faire ce qu'on veut. On ne peut pas. Donc, c'est ça ma lecture juridique et politique. Et politique et sociale. Je reviens vers Monsieur Mohamed Mouloudj, à qui je demande d'activer son micro. Merci. Monsieur Mouloudj, l'Algérie, je reviens à l'UGTA, qui est quand même, ce que je disais à Monsieur Saïd Salhi, une organisation habituellement affiliée au pouvoir et qui se met à bouger. Il y a eu même une journée de grève de certains postiers qui malheureusement sont poursuivis par la justice du fait d'avoir fait grève, le fait qu'il y ait aussi une loi qui soit passée pour interdire la grève sans impliquer les représentants de l'UGTA. Il faut rappeler que l'Algérie a une grande histoire et une longue histoire syndicaliste de Issa Tidir, Aïd Hamouda et de grands noms qu'on a connus. Est-ce que le fait que l'UGTA, qui était carrément, on peut le dire, carrément inexistante sous l'ère de Bouteflika, qui se met aujourd'hui à monter au front et à gronder, est-ce que c'est un prémisse de quelque chose?
Le plus important, à mon avis, dans toute cette histoire, c'est qu'il y a jonction, il y a convergence entre la centrale syndicale du JTA et le CSA, la Confédération des syndicats autonomes. Donc, c'est la première fois où les deux entités parlent d'une même voix. J'ai essayé de suivre un petit peu ce conflit social à travers les réactions du Parti des travailleurs. Enfin, je pense que c'est le premier parti à avoir réagi. Donc, j'ai lu même ce qu'ils ont écrit sur leur journal, la fraternité. J'ai lu les communiqués du JTA et des unions du Wilaya et celui de la CSA. C'est d'abord quelque chose de gagné dans cette histoire, c'est qu'il y a les deux organisations, une affiliée au pouvoir, comme d'habitude, des organisations de masse, et l'autre autonome, qui une fois converge, il dénonce un projet de loi liberticide. Ça, c'est important. La deuxième chose que je trouve importante dans cette mobilisation des travailleurs et des syndicats, qu'ils soient autonomes ou affiliés à l'UJTA, c'est qu'ils ont décidé de défendre leur darwa, surtout le darwa de grève. Parce que quand on dit l'UJTA dénonce le fait qu'ils n'ont pas été associés comme partenaire social à l'élaboration du projet, ça peut, enfin, c'est une manière de dire quelque part parce que nous sommes proches de vous, donc il faut nous appeler. Ça, c'est pas important pour nous. Mais ce qui est important, c'est la décision de faire barrage à ces deux projets de loi qu'ils qualifient carrément de liberticides. Ça, c'est important. En plus, probablement, les deux entités, CSA comme UJTA, s'ils politisent leur décision de faire barrage à ces deux textes de loi, c'est important pour tout mouvement social. Ça veut dire, enfin, comment on peut appeler ça, probablement, il gronde, oui, contre des projets de loi, mais je pense que ça va prendre des proportions un petit peu politisées, ce qui est important pour nous comme mouvement social. C'est cette lecture que j'essaie de faire, enfin, j'ai parlé avec deux syndicats, un de l'UJTA, l'autre de l'éducation. Pour eux, ils ne vont pas se taire. Ils ont décidé de faire appel au président de la République pour faire barrage à ces deux projets de loi, mais ils ont décidé de faire face. Ça, c'est important. Probablement, ça va venir de chez eux. Qui sait? Je reviendrai par rapport à la Ligue, si tu permets, Amira. C'est que, comme l'a rappelé Maître Nabil Esmaïl, la Ligue, c'est un héritage. La création de la Ligue, les gens ont été condamnés à plusieurs années de prison pour avoir créé la Ligue des droits de l'homme. C'est un héritage. Enfin, je On pensais rend que hommage d'ailleurs à Ali Yahya Abdel Nour, on lui rend hommage, qui était l'un des membres, un grand monsieur. Oui, absolument. La Ligue des droits de l'homme, je pense que le souci, il pouvait bien, le ministère de l'Intérieur pouvait bien appeler les gens de la Ligue et leur demander de se conformer à la loi de 2012. S'ils avaient une intention autre que celle de la dissoudre, d'ailleurs, cette dissolution catimini restera dans l'histoire. On ne dissout pas une Ligue des droits de l'homme de cette manière. Je ne sais pas si Saïd Salhi peut nous parler un peu plus sur ça, parce que, enfin, tu sais, ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont pas trouvé aucune personne pour justifier cette dissolution. Vous-même, Monsieur Saïd Salhi, vous n'avez pas de nouvelles sur les raisons de cette dissolution. Et puis, autre question, dissoudre des associations et en même temps parler de créer une société civile, est-ce que le discours n'est pas un peu antinomique, justement? Alors, sur la question de la dissolution, comme ça a été largement développé par mon ami Ismaïl, je pense qu'il y a quand même qui ressort clairement dans cette affaire-là, c'est que le pouvoir, dès le début, ne voulait pas de procès public, ne voulait pas de débat public autour de cette question-là, qui ouvre un débat autour de la question des droits humains automatiquement. Donc, le pouvoir a tout fait pour éviter de procès public. Et c'est ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Et là, avec nos amis, nous sommes en train de voir les possibilités de recours. Bon, le procès a eu lieu 6 mois maintenant. Donc, le jugement remonte déjà au mois de juin. C'est vrai que jusqu'à maintenant, le jugement n'a pas été notifié. On est en train de voir les voies de recours. Mais c'est clair que le pouvoir n'avait pas ce courage vraiment d'affronter la Ligue.
le ministère de l'Intérieur qui a donc intenté un procès contre la Ligue ne voulait pas réellement justement d'aller sur des questions, notamment tout ce qu'il a étalé dans le jugement, y compris la question de la conformité. Parce que dans toute cette question-là, c'est le ministère de la Justice qui était justement en porte-à-faux avec la loi. C'est le ministère je parle du ministère de l'Intérieur qui était en porte-à-faux avec la loi, notamment la loi des associations, en refusant à plusieurs reprises d'abord de permettre à la Ligue de se conformer à la loi, notamment, et pourtant ça a été fait en 2014, les sensibilités de la Ligue donc, ont tous envoyé un dossier de conformité à la loi, mais aucune réponse n'a été notifiée à la Ligue, même pas une mise en demeure, alors que normalement, légalement, avant d'aller vers une dissolution, le ministère de la Justice devait d'abord répondre au dossier de conformité par rapport à la loi 1206, donc, qui remonte déjà à 2014, et en plus de ça, il devait envoyer des mises en demeure. Donc, au moins, disons, aux trois sensibilités de la Ligue pour se conformer. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Bien au contraire, tous les efforts qui se sont déployés au sein de la Ligue entre les trois sensibilités pour justement aller vers l'unification de la Ligue, ils ont été au contraire sabordés, ils ont été au contraire, sapés par le ministère de l'Intérieur en créant encore d'autres ligues totalement inféodées. Je parle des deux organisations qu'il a créées après dans l'objectif, bien sûr, de s'aborder cette initiative interne, parce que vous l'avez bien tous remarqué, notamment depuis 2017, nous avons travaillé ensemble. Donc, nous avons travaillé ensemble. Quand je cite mon ami Issa Rahmoud ou je cite mon ami Qaddour Chouissa, c'est ça les trois sensibilités de la Ligue. Nous avons tout le temps travaillé ensemble, des communiqués communs, des réunions communes, des activités communes. Mais le pouvoir, quand il a vu que la Ligue commençait justement à se ressouder de l'intérieur, il a cassé. Donc, il a décidé carrément de s'en débarrasser. Bon, voilà. Donc, comme le dit bien nos amis, oui, vous disiez. Donc, comme oui, allez-y, terminez, je vous écoute. Oui, dans ce procès, donc il y a de la mauvaise volonté. Parce que, bon, voilà, donc si vraiment le pouvoir voulait trouver une solution à la Ligue, nous, on n'a jamais fermé justement les portes de dialogue, on n'a jamais fermé justement les portes pour aller vers un règlement de cette question-là. Mais voilà, l'intention était claire. D'ailleurs, on remonte même à sa création. La Ligue n'a jamais été, une organisation, un peu, ça a été toujours l'organisation mal aimée, ça a été toujours une organisation en conflit avec le gouvernement, de fait de ses positions, de fait de son autonomie, de fait qu'elle dénonce la situation des droits humains, de fait qu'il fait donc des communiqués et surtout nos rapports à l'international, alors que le pouvoir faisait tout pour justement vendre cette image de l'Algérie nouvelle, de l'Algérie soi-disant qui a fait le changement, de l'Algérie qui a fait une nouvelle constitution. Voilà, donc ne communiquer gêne, c'est pour cela que finalement il a décidé de s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, surtout avec ce communiqué qu'on a vu hier, sinon avant-hier à l'APS, on voit que le pouvoir commence à trouver d'autres excuses. Et c'est déjà déprimé. Le pouvoir ne veut même pas assumer le jugement, alors qu'il y a un jugement prononcé, il y a un jugement qui est là. Donc, je pense qu'il n'y a même pas matière de chercher d'autres arguments, mais ils l'ont fait hier à travers le communiqué quand même d'une agence officielle. C'est l'APS, c'est pas un organe de presse ordinaire, c'est l'agence officielle qui reprend, disons, des arguments autres que ce qui est déjà développé dans le procès et dans le jugement. Donc, cristallisation de la répression, sommes-nous face à une déliquescence du peu de démocratie que nous avions, des associations qui ferment, les blouses noires en colère pour l'assassinat de leurs confrères, nous verrons ce qui va se passer. On suit également ce que font du côté de l'UGTA les travailleurs. La semaine prochaine, nous aurons probablement avec nous comme invité M. Nassar Djabi pour parler du passé syndicaliste algérien, probablement un représentant aussi du Parti des travailleurs et d'autres invités pour parler encore de l'actualité de la semaine. Je remercie infiniment Maître Nabil Asmaïl. Merci de nous faire l'honneur à chaque fois d'accepter d'être des nôtres et de nous éclairer sur le volet juridique. Merci infiniment, Maître, et merci de nous avoir donné des nouvelles aussi du directeur de la radio, M. Qadi Ihsan. Merci
Merci Mohamed Mouloud d'avoir été des nôtres. J'espère vous recevoir encore afin que vous nous donniez votre lecture de journaliste. Merci Monsieur Saïd Salhi, en espérant que vous puissiez trouver gain de cause pour la Ligue et pour sa réouverture. Je vous remercie, je vous souhaite bonne soirée et à très bientôt.